Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission à voix basse et aujourd'hui, je reçois Andrea Santamaria, alias STM. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Super, mais je suis ravie de te recevoir Oui, je suis trop content. à la maison, dans mon studio ASMR du coup. Qui est trop beau d'ailleurs, il est trop beau. Donc toi, tu es comédien de doublage et du coup, je voulais qu'on discute un petit peu de ton parcours, comment tu as commencé, tes débuts, et après, on parlera d'ASMR Ok, et tu vas tester. ok, et bah allez, let's go, c'est parti. Ok, alors du coup, première question, comment t'es arrivé dans le milieu du doublage? Alors, en fait, je suis arrivé dans le milieu du doublage quand j'étais très très jeune, parce que c'est ma maman qui est aussi comédienne de doublage. Et en fait, comme elle débutait le métier quand elle a commencé, moi j'étais très jeune, j'avais genre 6-7 ans, et elle avait pas de babysitter pour me faire garder quand elle allait travailler. Donc en fait, elle m'amenait avec elle sur les plateaux. Donc moi, en fait, toute la journée, je restais là, dans le studio, à regarder. Et forcément, quand t'es enfant, j'avais 6-7 ans, j'étais comme un fou, quoi. Je regardais ça et je me disais, un jour j'ai fait un directeur de plateau, j'ai fait je veux essayer et tout. Et en fait, on m'a laissé essayer. Trop bien. Et je suis rentré comme ça après. Tu te souviens ce que c'était? Ce que t'avais essayé? Le premier truc, tu veux dire? Ouais. Je pense que je crois que le premier truc que j'ai fait, c'était juste un merci. J'avais fait un merci, et c'était une fille, genre c'était une petite fille que j'avais fait, qui devait avoir 5 ans dans une série. J'ai pas le nom du truc, hein, mais ouais, okay. C'était ça. Et donc du coup, tu t'es lancé, donc t'as fait cet essai, et après finalement t'as kiffé. Et ouais, c'est ça, j'ai grave kiffé. Et du coup, on m'a rappelé, okay. Et j'ai fait mes premiers rôles quand j'avais 9-10 ans. Et mon premier gros rôle, c'était Le Petit Prince. J'avais fait la voix du Petit Prince dans un film d'animation. Et c'était mon premier gros rôle dans lequel j'avais expérimenté mes premières... Mais toi, je trouve ça super intéressant parce que du coup, là, on va avoir le point de vue d'un jeune... Ouais. Parce que t'as quel âge? J'ai 21 ans. Voilà, 21 ans. J'ai 21 ans. Du coup, c'est trop bien, je trouve, d'avoir le point de vue d'un jeune comédien, quoi, qui se lance dans le doublage. Ouais, c'est trop cool. Donc tu m'as dit Le Petit Prince, mais après, genre... Et après, c'est Coco. Du coup, j'ai fait Coco, la voix de STM, Miguel. Qui est la voix de Miguel dans le film d'animation Coco. C'est moi, Miguel. Donc Coco qui est sorti en 2017. Je pense que voilà, tout le monde connaît parce que ça a été un succès. Ouais, il a bien marché le film quand même. Ah ouais. Mais moi, je l'ai vu là récemment. Ah ouais? Ouais. Et je te jure que je me suis dit, mais... Je me suis dit, pourquoi je l'ai pas regardé quand il est sorti? Ça suit vraiment. Et incroyable. Je trouve en fait, il y a une authenticité qui se dégage dans ce Disney. Globalement, les Pixar, ils ont quelque chose en plus. C'est pour ça qu'ils sont tous bien, la plupart. Mais Coco, il y avait un truc dans la culture mexicaine qui se détachait en fait de tous les autres. Et ça a touché beaucoup de gens de cette culture justement. Et puis c'est tellement... le rôle de Miguel, moi j'étais trop content de pouvoir le faire parce qu'en fait, c'est littéralement, je suis lui. En fait, je suis passionné, un grand passionné de musique. Moi, ma famille, elle était pas en mode faut pas faire de musique et tout. Mais je me retrouvais énormément en fait dans sa passion, dans ce qu'il ressentait par rapport à ce qu'il faisait. Et comme le film, après, bon, je veux pas spoiler parce que peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas vu. Je vous invite à le voir du coup. Mais enfin, ouais, le Coco, j'ai adoré, c'était vraiment. C'est un super film. Ouais. Et du coup, tu t'es vraiment retrouvé dans le personnage de Miguel. Ouais, énormément. Puis en plus, t'avais à peu près le même âge que le personnage. J'avais 12 ans. Et il avait cet âge-là, je pense, un truc comme ça. Mais... Ouais. Mais, du coup, je l'ai regardé forcément en VF. Et vraiment, ton jeu d'acteur, même quand t'étais petit, mais il est d'une justesse. Merci, ça me touche vraiment. Choqué quoi, alors bravo, franchement bravo. Et du coup on parlera de musique aussi après, parce que STM est musicien aussi. Et du coup on parlera de musique après, mais trop bien. Et du coup c'est vrai que Coco, visuellement déjà, le Royaume des Morts et tout, les couleurs qu'il a, ce film, c'est vrai que très très beau. La scène quand il y a le pont, c'est en fleurs là.
le pont en fleurs. La première fois, tu sais, qui rentre dans le monde et tout, c'est tellement. Comme tu dis, il y a tellement de couleurs. C'est grandiose en fait. Ouais. C'est grandiose. Ouais, tu vois la ville et tout. Ouais. C'est incroyable. Grave. Et t'as des anecdotes de doublage en studio? De Coco. Ouais. Alors, j'en ai. Je crois que le truc qui m'a le plus marqué, c'est à la scène de fin, quand il va revoir Mama Coco. Et il y a une chanson, Bah, bien sûr. Ne m'oublie pas. Ouais. Et en fait, cette scène-là, quand j'ai enregistré la chanson du film, bah, j'ai vraiment pleuré en fait. Et j'ai pleuré, mais comme si j'avais perdu un membre de ma famille en fait. Et tu sais que je voulais te poser la question. Parce que la chanson, on entend au début dans la voix que t'as la voix tremblante. Exactement. Du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il pleurait vraiment en chantant, tu vois? J'ai vraiment pleuré. À ce moment-là, j'avais une émotion qui était tellement forte. Puis en plus, j'étais tellement jeune, enfin 12 ans. Ouais. Ça m'a énormément touché. Et du coup, bah, j'ai vraiment pleuré quand j'ai enregistré. Mais moi aussi, j'ai chialé à cette scène-là. Mais je pense que tout le monde chiale à ce moment-là. Désolé. Du film, quoi. Vraiment. En plus, moi, tu sais, je suis pas quelqu'un qui pleure dans les films et tout. Ouais, Enfin, en plus, t'es plutôt... Ouais, je pleure difficilement, Ok, moi. d'accord. Ouais. Mais et du coup, là, ouais. La scène du coup où tu chantes la chanson à Mama Coco et qu'elle se souvient et tout. Ouais, parce qu'en plus, elle chante avec moi et tout. C'est trop mignon. Bah, en tout cas, content que ça t'ait touché. Je suis content. Vraiment. Incroyable ce film. Et du coup, je voulais te demander aussi, vu que t'as doublé ça quand t'avais 12 ans, donc t'étais au collège. Ouais, j'étais au collège, j'étais en 5e. Du coup, ça se passait comment à l'école et tout? T'étais la star de l'école? Ouais, un peu, en vrai, un peu. Moi, les gens, en fait, à l'école, ils me connaissaient tous, tout le monde me connaissait, mais moi je connaissais personne, à part mes amis. Et dès que quelqu'un me voyait ou dès que quelqu'un parlait de moi, en fait, c'était le mec qui a fait Coco. J'ai toujours été associé le à mec ça. qui a fait Coco. On m'a toujours appelé c'est le gars qui a fait Coco. C'est le gars qui a fait la voix de Coco. Et d'ailleurs, anecdote, c'est que quand j'étais au collège, j'étais en couple avec une fille. Et c'était ma première amoureuse. Et en fait, je me souviens, ça l'a saoulé grave. Parce que en 4e, donc un an après la sortie du film, ça l'a saoulé grave parce qu'en fait, on l'appelait la meuf du gars qui a fait Coco. La meuf du gars qui a fait Coco. Du coup, j'ai un peu... j'avais beaucoup de... Les gens me connaissaient au collège, mais j'ai bien vécu le truc. J'étais pas en mode... j'ai pas souffert de ça. Au contraire, j'étais toujours content quand quelqu'un venait me voir et disait... j'ai une fille un jour qui m'avait attendu à la sortie des cours, qui avait son carnet de correspondance. Elle m'a attendu ce carnet de correspondance. Elle m'a dit, tu peux me signer un truc? C'est trop drôle. Du coup, j'ai fait, bah oui, si tu veux, vas-y. C'est trop bien. Mais moi, à ta place, j'aurais grave flex. Hein. Genre, je me la pèterais et tout. Ouais, je suis pas trop comme ça, parce que j'ai pas trop... aujourd'hui, j'assume plus mon identité artistique, mais quand j'étais enfant, c'est compliqué quand t'es enfant, tu vois. Quand t'as surtout un film qui est aussi regardé, qui a été autant apprécié, je savais pas trop où me positionner, tu vois, par rapport à ça. Donc j'ai pris le temps, tu vois, je préférais rester en retrait, tu vois. J'étais pas du tout le genre à dire que par exemple j'avais fait la voix de Coco. Quand je rencontrais quelqu'un, je le disais pas, en fait. D'ailleurs, je le dis toujours pas, je le dis sur les réseaux. mais oui, j'étais pas du genre à montrer, en fait. J'étais pas du genre à montrer. Attends, j'avais une autre question par rapport à Coco. Ah oui, est-ce que t'as passé un casting de chant pour le film? Oui, j'ai passé 2 castings. J'ai passé un casting pour le doublage et j'ai passé un casting pour le chant. C'était deux choses différentes parce que c'était pas les mêmes enregistrements, on n'était pas dans le même studio. Ça avait rien à voir. J'ai enregistré Coco dans un très grand studio à Dubbing Brothers, c'est une boîte du coup de doublage que tu dois connaître. Et on était dans un grand studio, je me souviens. Après, j'étais enfant. Aujourd'hui, le studio, il me parlait un peu plus petit qu'à l'époque. Mais c'était un grand studio. Alors que le studio d'enregistrement de chansons, c'était un studio d'enregistrement pour la musique. Donc, c'est un tout petit studio avec une cabine. Ok. C'était différent. Ok. Je savais pas que c'était pas au même endroit ni au même moment.
Mais même petit, tu chantais vachement bien déjà, tu vois. Bah merci, c'est gentil. Pourtant, j'étais pas du tout, à l'époque, j'étais pas du tout chanteur. Je me suis formé, c'est Claire Guyot qui a dirigé le film, les chansons et le doublage, et je me suis un peu formé sur le tas, quoi. Enfin, après, j'avais l'avantage que je chantais quand même depuis que j'étais gamin, parce que ma mère, elle est chanteuse. Mais il y avait pas de, enfin, j'avais pas de bagage technique, quoi, donc j'y suis allé, j'ai appris entre guillemets sur Coco, quoi, parce qu'en plus les chansons elles sont hyper, c'était dur à chanter, quoi. Je me souviens des heures et des heures de travail chez moi à refaire les chansons, etc. Parce que t'as vu I need familia, les chansons ça monte hyper haut dans les aigus et tout, c'était des trucs qui étaient très très difficiles à faire pour moi. Tu saurais le refaire là aujourd'hui? Je peux les rechanter aujourd'hui. D'ailleurs, je vais en refaire. Je vais sûrement sortir un EP avec que les chansons de Coco. Je vais refaire toutes les chansons que je fais dans Coco, mais avec ma vibe d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas la même histoire. Puis après, t'as mué et tout. En plus. Et le pire, c'était que j'étais en train de muer au moment où j'ai fait Coco. Et d'ailleurs, ça s'entend un peu, je crois, dans le. Dites-moi, mais ça s'entend un peu, je crois, dans le doublage. Parce que des fois. Il y a des petites cassures, tu vois, dans ma voix quand je crie ou quand je sais pas, quand je rigole, des trucs comme ça. Alors peut-être que c'est ma voix aujourd'hui, il y a ça encore un peu, mais à l'époque c'était dur parce que j'étais en train de muer et j'ai mué d'un coup en plus. Genre j'ai pas, tu sais, je suis passé de ma petite voix d'enfant à ma voix quasi d'adulte, tu vois. Donc c'était hyper dur. C'était chaud. Pour toi, la chanson qui a été la plus dure à chanter? C'était Corazon. Corazon. Ouais, Corazon. Parce que c'est celle qui monte le plus dans les aigus, c'est celle où il faut le plus de patates, et du coup c'est celle que j'ai le plus travaillé. Ok. Celle où j'ai le plus de mal, c'était elle. Et là tu joues de la guitare aujourd'hui, mais est-ce que t'en jouais déjà avant? Ouais, j'en faisais. Je pense aussi, tu vois, que j'ai été aussi pris pour ce rôle parce que je correspondais aussi à ça, parce que j'étais musicien, même depuis que je suis gamin, je faisais de la guitare. Et du coup, je pouvais jouer les chansons de Coco, même si c'est pas moi qui ai fait la guitare dans le film, je les jouais. Et du coup, quand il y a eu des promos après, etc., je jouais excellent. La guitare, quoi. Ouais. Puis même physiquement, quand t'étais petit, tu lui ressemblais. Ouais, je lui ressemblais beaucoup. Et c'est pour ça aujourd'hui que, par exemple, tu vois, j'ai un outfit rouge parce qu'en fait, c'est mon outfit Coco, tu vois. Genre Coco, Mickey, il s'habille comme ça. Et j'adore pouvoir m'identifier à mon personnage, en fait. Ça me fait trop plaisir. Ça, tu correspondais, mais en fait, t'étais fait pour le. Ouais, je pense que j'ai. Pour le rôle, quoi. Incroyable. Est-ce que tu réalises l'impact qu'a eu Coco sur les gens? Alors, je suis en train de le réaliser. Mais ça a pris beaucoup de temps. Parce que le film est sorti en 2017, donc ça fait 9 ans. Et pendant 9 ans, j'ai pas du tout vu l'impact que ça avait sur les gens. Et en fait, c'est mes amis de mon âge qui me parlaient de ça. Et quand je me suis lancé sur les réseaux, ils m'ont tout de suite dit, mais dis que t'es la voix de Coco. Parce qu'en fait, ils m'ont raconté, ils m'ont dit, mais Coco, ça a touché des millions de gens. Il y a énormément de monde en fait qui apprécient ce film. Et du coup, c'est que maintenant que je me rends compte à quel point ça a touché les gens. Et en fait, ça me touche énormément. Parce que, comme je t'ai dit, Coco, ça fait partie de moi. C'est mon histoire. Et du coup, le fait que une partie de moi ait touché ou ait pu toucher certaines personnes, vraiment ça me fait un truc. C'est-à-dire que je sais pas trop comment exprimer ça, mais ça me remplit d'amour. Je sais pas, c'est un sentiment qui est peu explicable, à part quand tu le dis, tu vois. Mais... je comprends. Mais moi j'ai vu là récemment sur TikTok, il y avait en plus je tombais dessus par hasard, non mais pour toi, tu vois. Et c'était justement la chanson de la fin, donc Remember Me. Et bon, du coup, c'était en anglais. Ouais. T'avais tous les gens dans les commentaires qui disaient c'est mieux en VF. Ah ouais? Ouais, je te jure. Tout le monde disait ah non, c'est mieux en VF, tu vois. Ok. Du coup, j'étais là, yeah. Écoute, c'est trop cool. Trop bien. Ouais. C'est trop bien si les gens ils ont aimé la VF. Trop cool. Ouais. C'est pour ça que je te dis, t'as eu un impact, quoi. Ouais, mais voilà, c'est ça en fait. Le truc, c'est que je m'en rends compte que maintenant. Parce que, en fait, s'il n'y a pas les réseaux, s'il n'y a pas tout ça, les gens, ils peuvent pas me dire, tu vois. Ah ouais. Si, à la limite,
le seul truc où à chaque fois je me disais ah oui c'est vrai quand même Coco ça a eu un impact, c'est que quand quelqu'un que je connaissais pas me rencontrait et apprenait que j'étais la voix de Miguel, ben souvent on me regardait avec des grands yeux en mode ah ouais c'est vrai et tout, et ça je me souviens, ça me faisait un truc genre en mode ah bah il a kiffé le film, c'est cool. Tu vois. Puis, tu vois, la thématique du film aussi, je pense, elle parle à vachement de monde, tu vois, parce que c'est la famille, Ouais. c'est la mort aussi. Ouais. Ah ouais, c'est des sujets qui sont hyper intéressants, et puis qui offrent aussi une autre vision, tu vois, de la mort. D'ailleurs, j'en ai parlé il y a pas très longtemps dans une vidéo, mais par exemple, j'ai reçu un message d'une abonnée qui m'a dit que Coco, en fait, c'était un rituel de famille et que dans leur famille, ils avaient perdu un proche, en fait, et que du coup, à chaque tel moment dans l'année, ils regardaient Coco et ils écoutaient les chansons. Et en fait, ça m'a trop touché parce que là, ça touche vraiment à la famille et c'est hyper profond, tu vois. Et ça, c'est le genre de trucs qui me font me dire que oui, Coco, c'est dans ce sens-là qu'ils ont touché les gens. Tu vois, et c'est ça qui est le plus beau, je trouve. Mais tu vois, sans les gens qui en fait qui te partagent leur témoignage, tu peux pas savoir. Non, tu vois. c'est ça, tu peux pas savoir. Puis en plus, moi, mon entourage proche m'en parle jamais. Enfin, ma famille m'en parle pas, mes potes ils m'en parlent pas. Donc c'est pas, ouais, je te dis, enfin, si t'as pas les gens qui viennent te voir, qui te disent, tu sais pas. Ouais. Pareil pour moi dans la SMR, je reçois plein de messages et tout, de gens qui me disent tu m'as aidé, etc. Si ça fait 5 ans que tu fais ça, du coup forcément t'as plein de gens, je suis sûr que t'as dû grave aider dans certaines périodes et tout, parce que moi je sais que par exemple la SMR m'a beaucoup aidé en plein de périodes de ma vie, et du coup ouais, tu dois t'en rendre compte maintenant, c'est super, en tout cas je suis très content pour toi, c'est cool. Merci. Est-ce que t'as des anecdotes de studio Des anecdotes de studio, ouais. J'en ai une. Vas-y. Prépare-toi ma poule parce que je te jure c'est un truc de fou. En fait j'ai failli mourir sur un plateau. Voilà. Je t'explique. En gros j'étais en studio et on a enregistré une série. Et en fait c'était un studio. Et dans ce studio il y avait des cacahuètes, il y avait des amandes, c'était l'ambiance de fou. C'est-à-dire qu'en plus on était 3 à la barre, j'étais avec Anatole de Bodina qui est un autre comédien et qui me faisait grave marrer. Donc à chaque prise en fait on était mort de rire et donc en même temps moi je mangeais les cacahuètes et donc je fais vas-y tranquille quoi, bonne ambiance. Et à un moment en fait je m'étouffe avec une cacahuète, mais je m'étouffe pas partiellement, je m'étouffe complètement. C'est-à-dire que là, si on me fait pas un geste de secours, je meurs. Ah, la méthode Heimlich, ouais. Et compression abdominale. Et en fait, à ce moment-là, du coup, je m'étouffe. Et donc, Anatole de Bodina, ce mec-là, m'a sauvé la vie parce qu'il m'a fait Heimlich. Et du coup, j'ai failli mourir sur un plateau de doublage. Voilà. Mais tu vois, rien que le fait de pouvoir dire Anatole de Bodina m'a sauvé la vie. Ouais. C'était ouf. Ça, je pense que c'est ma plus grande anecdote de plateau. Parce que je pense que je toute ma vie en fait. J'avoue. C'est lunaire. Ouais, c'est lunaire, ouais. C'est lunaire. On est très content qu'il t'ait sauvé du coup. Ouais, merci. Si tu passes par là, Anatole, merci. Je te fais des gros bisous. Est-ce que quand tu incarnes un personnage, est-ce que tu changes ta voix ? Ça dépend. Il y a des rôles où, en fait, moi, le mieux, je change pas ma voix, mieux c'est, tu vois, je suis content, parce que du coup, c'est mon vrai timbre, mais il y a des personnages, t'es un peu obligé quand même de changer. Tu vois, par exemple, en ce moment, je fais la voix d'un personnage qui s'appelle Salcedo, qui est dans une série qui s'appelle La Primera Vez sur Netflix, et cet acteur-là, il a un truc très nasal. Et du coup, moi je vais chercher un peu ce truc-là, alors que je l'ai pas naturellement, mais du coup je me cale un peu sur lui, mais ça prend du temps. Tu vois, c'est pas au bout de la première session d'enregistrement que tu captes le truc, et c'est au bout de plusieurs mois à revenir sur le personnage, etc. Parce que du coup il y a eu 4 saisons de cette série, et ben maintenant je sais que je le prends d'une certaine manière, et donc oui, je change un peu ma voix, mais je
préfère ne pas changer ma voix. Et en vrai, la plupart des trucs que je fais, je change pas trop ma voix. Après, souvent mes proches, par exemple, quand ils entendent des projets que je fais, ils disent c'est pas la même voix et tout, tu changes ta voix et tout. Mais en fait, je me rends pas trop compte, tu vois. Pour moi, c'est ma voix normale. Ah ouais, c'est marrant ça. Mais peut-être aussi parce que ils ont pas l'habitude d'entendre certaines intonations. Tu vois, par exemple, moi, je suis pas quelqu'un du tout qui s'énerve. Mais si tu m'entends m'énerver dans un projet, bah forcément tu vas dire ah oui, il change un peu sa voix là. Ah oui, ok, je comprends. Tu vois quoi. Comment ça se passe là dans ton quotidien en fait quand tu dois enregistrer? T'enregistres tous les combien de temps? C'est pas du tout linéaire, hein, de toute façon. Quand t'es intermittent et que tu fais du doublage, tu bosses pas tous les jours. J'ai des périodes, par exemple là tu vois, je sors d'une période qui a été très creuse, janvier, février, mars, j'ai fait quasiment aucun plateau, et là ça revient, tu vois, j'ai des projets qui reviennent, mais c'est un peu une vague quoi, c'est toujours un peu comme ça. T'as jamais un truc où tu dis bon bah pendant une année il va se passer ça, tu sais jamais. Ah ouais, ça c'est chiant un peu, parce que tu peux rien prévoir du coup. Moi je trouve ça cool. Parce que je vis au jour le jour, tu vois. Et du coup, je suis content de pas me dire qu'est-ce que je vais faire le lendemain. Moi, je pourrais pas. J'aime bien, moi. Je suis trop carré, ouais. Mais je comprends, c'est normal, il y a plein de gens comme toi. Ouais. Mais moi, je m'en fous un peu. C'est vrai que je voulais te poser une question. Quand tu parlais, j'ai zappé. J'ai fait oublier sa question. Ouais, vu que là t'as 21 ans, tu fais des études ou t'as fait des études? Non, moi j'ai arrêté l'école très tôt. Tu te consacres ouais. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Parce que du coup à 16 ans en fait je travaillais déjà. Et moi les cours, bon, c'était pas un truc qui me faisait kiffer. Donc j'ai vite arrêté, j'ai pas fait d'études supérieures. Les seules études que j'ai fait c'est au conservatoire, j'ai fait des études de conservatoire. Au total j'ai eu 5 ans de conservatoire, 2 ans en musique et 3 ans en théâtre, mais c'est les seules études que j'ai faites. En parallèle j'ai pas du tout eu un cursus scolaire classique. Voilà. Non mais c'est très bien, tu vas dans ton ta vocation. Je savais très jeune ce que je voulais faire. Et puis j'ai un parcours aussi de vie familiale et tout qui est un peu compliqué. Du coup j'ai dû vite me responsabiliser et faire les choses par moi-même. Du coup, donc voilà quoi, ça a été assez rapide. Ok. Et t'as un agent? Ouais, j'ai un agent, je suis dans l'agence Marceline Lenoir, c'est Chantal Philippard. Mais j'ai toujours pas fait de tournage de long métrage. J'ai fait des courts métrages, mais j'ai pas fait de long métrage. Genre ça, désolé, je connais rien, mais c'est genre quand c'est toi qui tourne physiquement ou... Ouais, là c'est pas du doublage, parce qu'il n'y a pas d'agent dans le doublage, c'est les directeurs artistiques qui ont ton numéro et qui t'appellent, et c'est eux qui gèrent, mais par exemple il n'y a pas de négociation de contrat, c'est une législation qui est commune à tout le monde, c'est le même cachet pour tout le monde sauf sur certains projets, mais la plupart du temps c'est la même chose. Alors que les agents, ils vont négocier ton contrat, c'est eux qui vont chercher les projets aussi, tu vois, donc là c'est pas... Ok, je savais pas du tout. Ouais, c'est intéressant. En fait, on se rend peut-être pas compte, mais c'est 2 milieux complètement différents en fait. On n'est pas du tout... c'est pas la même chose. Ok. Et Coco, tu penses qu'il y aura je crois qu'il y a un 2, non, qui est prévu? Ouais, il y a un 2 en 2029. C'est pas tout de suite. Mais du coup, tu penses qu'il pourrait potentiellement te recontacter, parce que je suppose que Miguel aura grandi, et du coup, ça pourrait coller, tu vois. En fait, je sais pas, parce que ça dépend, tu vois, ça dépend. Est-ce qu'ils le font grandir? À ce moment-là, il a mon âge, tu vois, genre, il peut en avoir entre 18 et 20 et 25 ans. Ou alors, il garde le Miguel enfant parce que justement il est hyper apprécié, et à ce moment là ça sera pas moi. Après peut-être que je ferai un caméo, tu vois, dedans, je sais pas, peut-être que Disney ils m'appelleront pour faire ça, mais j'aimerais trop le refaire parce que c'est mon perso. C'est mon personnage, et du coup j'espère qu'ils le feront grandir, et puis si c'est pas moi, tant pis, ça sera quelqu'un d'autre,
Et j'espère juste, moi, le seul truc que j'espère, c'est que le film, il sera bien. Et qu'il sera à la hauteur du 1. Mais voilà, c'est le seul truc que j'espère vraiment, en fait. Ok. Moi, je pense qu'ils vont le faire grandir. On espère, en tout cas. Cross the fingers. T'as fait Harold dans Dragon, le live action aussi. J'ai aussi fait la voix d'Harold dans le Dragon live. Et ça, pareil, c'était incroyable. Incroyable. J'ai trop content. Parce qu'à la base, c'est Donald Renew qui fait la voix d'Harold dans les films d'animation. Et moi, Donald, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. Alors, dis-toi, t'imagines, STM, 8 ans, il voit Donald, c'était Spider-Man. Ouais. Moi, Spider-Man, j'étais complètement fan. Donc, en fait, moi, je voyais Donald. Donc, en fait, quand je suis arrivé sur le casting de Dragon pour le live action, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai fait, là, je suis en train de passer les castings pour faire la voix d'Harold. Ouais. Et du coup, j'ai tout de suite dit, mais attends, c'est pas Donald tout qui fait la directrice artistique, c'est pas Donald, machin. Il dit, non, on change, on fait complètement autre chose, etc. Et il se trouve que j'ai été choisi pour le film. Donc, beaucoup, j'étais trop content, j'ai fait le film. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. Parce que c'est un super remake. Moi, j'avais pas vu les dragons, donc j'ai découvert avec le live action. Et j'ai adoré. Et je dis pas ça parce que je suis dedans, mais juste parce que le projet est super et qu'ils ont hyper bien respecté en fait le film d'animation. Donc voilà, j'étais trop content de faire ça. Ah ouais, super opportunité, ça. Une grosse licence. Ouais. Et puis il y a le 2 qui va sortir en 2027. Ah, c'est vrai? Ouais, il y a le 2 qui est déjà prévu et tout. Ils ont fini le tournage là. Trop bien. Et du coup, tu reprends le. Ah oui. Bah ouais. Là, il y a certaines séries par exemple que j'ai enregistrées. Je sais pas, imaginons j'enregistrais en avril et ça sortait pas avant l'année d'après. Tu vois, c'est déjà arrivé. Ok. Parce que des fois, voilà, il y a des problèmes, mais souvent, ouais, c'est souvent ça, c'est souvent 2-3 mois le doublage avant la sortie du film. Parce que évidemment, il y a le doublage, donc l'enregistrement des voix, mais il y a tout ce qu'il y a autour, le mix, le montage, la détection, l'adaptation, l'écriture. Tout ça, ça prend énormément de temps. Et c'est plein de métiers, parce qu'on se rend pas compte, les gens aujourd'hui connaissent le doublage, ils voient que les comédiens, à la limite un peu les directeurs artistiques, et encore, mais dans le doublage, sachez qu'il y a énormément de gens qui travaillent, il y a des adaptateurs, des chargés de production, des détecteurs, c'est des gens par exemple il y a la bande rythmo du doublage, et c'est des gens qui vont juste mettre des traits en disant bon là le personnage il parle là, et c'est hyper intéressant. Par exemple, moi j'ai fait mon stage de 3ème à Dubbing, du coup j'avais vu tous les coulisses de tous les projets, etc. Et anecdote, j'ai une anecdote de fou, j'ai regardé Spider-Man Far From Home avant qu'il sorte dans le studio de doublage, parce qu'en fait le gars qui mixait le film, il faisait juste un récap de ce qu'il faisait. Du coup il a mis le film et moi je suis arrivé au moment où il a appuyé sur play. Donc en fait je suis arrivé dans le studio et j'ai dit bon on fait quoi et tout. Il dit je regarde le film donc vas-y regarde avec moi. Et du coup j'ai regardé Spider-Man Far From Home en avant-première, mais genre de 2 mois, tu vois. Ouais, avant-première de l'avant-première carrément. Avant-première de l'avant-première. Du coup j'étais comme j'ai fait attends c'est dingue. Et du coup en parlant d'avant-première, toi t'es invité aux avant-premières quand tu fais par exemple la Dragon? Bah oui évidemment, on est invité, les comédiens ils sont invités, enfin en tout cas les qui font le personnage principal. On est invité aux avant-premières, et l'avant-première de Dragon je l'avais fait au Grand Rex. Ouais. Voilà, c'était trop cool. Et toi j'ai vu en plus t'as été à l'avant-première de Toy Story hier. Alors c'était bien. Ah bah c'était trop bien. En plus c'était au cirque d'hiver. Non j'ai jamais été, mais j'ai vu la salle, incroyable la salle ouais. Exceptionnelle hein. Parce que ouais, moi j'étais jamais allée. Parce que moi comme je bosse souvent avec Disney, tu sais, je fais ils me contactent pour faire des vidéos ASMR. Okay. Ça c'est trop bien, tu vois. Ouais, c'est cool. Tu vois, Disney te contacte pour faire. Là, dernièrement j'ai fait un unboxing, tu vois. Okay. C'était trop cool. Du coup je suis sur leur liste. Et du coup dès qu'il y a une avant-première de film d'animation, je suis invitée au Grand Rex. Ok, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Et du coup là pour une fois c'était au cirque d'hiver Bouglione, pour ceux qui voient, c'est à Paris. Et c'était super fun. Voilà, puis il y avait Richard Darbois, il y avait Jean-Philippe Martin, Barbara Tissier. Les gouttes. Voilà. À quoi ressemble une journée de ton quotidien Alors,
Une journée dans la vie de STM. Il y a pas mal de trucs. En fait, comme je te dis, je vis un peu au jour le jour, donc j'ai pas une routine, tu vois. Mais j'ai quand même quelques trucs qui reviennent. C'est que je fais toujours de la musique. Il n'y a pas un jour où je vais pas prendre ma guitare, essayer de composer une chanson. La grande majorité de mon temps libre, je la passe à écouter de la musique, en fait, tu vois. Et écouter de la SMR. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc on va dire que je me lève. Attends. Parce qu'il faut que je me remette en tête. Donc je me lève à 13h, sachant que je me couche. En fait, j'ai un rythme de sommeil qui est un peu bizarre en ce moment. Parce que comme je travaille énormément, en fait, je passe mon temps à faire mes musiques et du contenu sur les réseaux. Et donc en fait, la nuit, si j'ai une idée, je vais bosser en fait. Donc par exemple, à 4h du matin, je peux me lever et travailler. Donc en fait, je fais un rythme de sommeil, tu vois, je me couche quand je suis fatigué. Je vais dormir quand je suis fatigué. Et sinon, tant que je suis pas fatigué, je continue. On va dire, mais si je devais faire pour une journée normale, on va dire que le matin, je me lève, je prends ma guitare, je vais enregistrer mes idées que j'ai eues à la veille. Ensuite, je mange. Je vais écouter une petite vidéo ASMR, parce que du coup, j'écoute en journée, moi, la ASMR, j'écoute la nuit en journée. Je vais écouter de la musique. Ensuite, je rebosse. Imaginons, j'ai un plateau. Je vais en plateau à 16h, je finis à 18h30. Je rentre chez moi. Et après, après, je chill. J'écoute de la musique. Et après, la nuit, je me pose et je dors. Et comme je t'ai dit, je dors quand je suis fatigué en fait. Sinon, je bosse et je fais du contenu sur les réseaux. Et tu joues pas aux jeux vidéo ? Si, j'adore les jeux vidéo. Tu joues à quoi ? J'adore les jeux vidéo, je joue à plein de trucs. Du coup en ce moment je joue moins parce que du coup je bosse énormément, mais moi je suis un gros geek, j'adore, j'ai joué à plein de trucs. J'ai eu la PS3 quand j'avais 9 ans, donc j'ai fait mes premiers jeux sur la PS3, beaucoup Play, tu vois, je suis pas trop Xbox, même si j'ai un peu joué aussi à la Xbox. Mais vas-y, dis-moi des jeux que t'as fait, que t'aimes bien, et je te dis si ces trucs. C'est quoi ton type de jeu ? Moi, c'est genre les Assassin's Creed par exemple, j'adore. Ok, ouais, j'en ai fait quelques-uns. Les Assassin's Creed, j'ai fait Unity, j'ai fait Syndicate, j'ai fait Black Flag, incroyable. Black Flag, d'ailleurs, il y a le remake qui va bientôt sortir là. Et sinon, je suis plus jeu solo que jeu en ligne. Okay. Donc moi j'ai adoré The Last of Us quand c'est sorti, pas sur PS3, du coup moi je l'ai fait sur PS3, The Last of Us. Ensuite Uncharted, évidemment, j'ai fait le 1, le 2, le 3, le 4, et moi j'ai fait pas du tout dans l'ordre, j'ai commencé par Uncharted 3. Donc et d'ailleurs c'est pas du tout considéré comme le meilleur, ce que je comprends, parce que il y a plein de défauts dans ce jeu là, mais moi vu que j'ai découvert avec ça, et puis en plus dans le 3 il y a la scène de l'avion. Si t'as joué à Uncharted 3, la scène de l'avion dans le désert, cette scène-là, j'étais accroché. La scène qu'ils ont reproduit dans le film. Ouais, d'ailleurs, dans le film, je double dans le film. J'ai vu ça, ouais. Et je fais la voix de Sam, du coup, version ado, dans le film. Mais du coup, trop bien. Tu vois, moi, j'étais déjà passionné du jeu. Quand j'ai fait le film, j'étais comme un ouf. Et Uncharted 4, c'est mon préféré. Pour moi c'est le meilleur, avec le 2 dans la licence. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'il se refasse. Ouais, mais je crois que c'est fini, non ? Ouais, je crois aussi. Ok, donc ça c'était pour ton quotidien, ce que t'aimes faire, etc. Ok. Qu'est-ce que t'aimes bien regarder comme film, série ? J'aime bien beaucoup de choses. Je pense que j'ai pas de style précis. Par exemple, j'aime bien les films d'horreur quand même. Mais tu vois, quand j'étais môme, j'ai beaucoup regardé différents types de films. Quand j'étais petit, je regardais Retour vers le futur, j'ai regardé Matrix, Terminator. C'est les films qui ont un peu bercé mon enfance, tu vois. Et après, t'as eu les séries quand c'est arrivé, parce que moi du coup j'ai 21 ans, donc je fais partie quand même de la génération qui ont connu l'arrivée de Netflix, etc. Mais tu vois, par exemple, j'ai une petite sœur de 10 ans et elle n'a pas connu la télé. Moi je regardais quand même encore les dessins animés, tu vois, la télé, etc. Pourquoi maintenant ils regardent plus non, aujourd'hui c'est Netflix, Amazon, elle regarde ce qu'elle veut en fait. Alors que quand t'étais plus jeune, à la télé tu regardais ce qui passait, tu vois. Donc aujourd'hui c'est plus pareil, mais quand moi je suis un grand fan de Breaking Bad, par exemple, la série Breaking Bad, je suis un énorme fan. J'adore du coup dans
là, les films d'horreur que j'ai regardés récemment, j'ai un film qui s'appelle Incantation. C'est un film asiatique, chinois. C'est complètement ouf. Bon, après, c'est du cinéma d'horreur, donc faut accrocher, mais moi j'adore le cinéma d'horreur en fait. Avec le recul et les années, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur. Et tu regardes en VF ou en VO? Les deux. Okay. Je regarde les deux. Tu vois, par exemple, Breaking Bad, je regarde en VO parce que je trouve le jeu des acteurs. On peut pas reproduire ce qu'ils ont fait en VF. Alors c'est que mon avis, mais c'est tellement ouf. C'est-à-dire que là, la presta est tellement folle que même si la VF de Breaking Bad est très cool, pour moi, c'est des acteurs qui sont indoublables. Et du coup, je préfère la regarder en VO. Say my name. Bref. Voilà, du coup, je regarde en VO. Mais par contre, par exemple, tout ce qui est animation, je regarde en VF. Moi, je regarde tout en VF, moi. Tu regardes tout en VF? Ouais. Okay. Bah écoute, c'est bien. Ouais. Mais dès que je regarde un truc, j'écoute en VF. Tu vois, ça veut pas dire que je vais tout regarder, mais il n'y a pas une seule fois où je lance un truc où j'écoute pas quand même en VF. Parce que du coup, ça m'intéresse. J'aime bien entendre quand même le travail qui a été fait. Bah, moi, ce que je fais, c'est je regarde en VF, mais des fois, il y a certains passages qui je me dis, ah putain, j'ai envie de voir ce que ça donne en VO. Ouais. Et du coup, je mets juste en VO le passage où ça gueule, où ça pleure et tout. Genre, je me dis, ah ouais. Puis après, je remets en VF. Ok, d'accord. Mais souvent, je fais ça. Et ce que je fais, c'est que je regarde en VF, mais je mets les sous-titres en anglais. Ah, ok. Ouais. Ça me fait bosser mon anglais en même temps, tu vois. Ouais, et puis, moi, comme j'ai fait LEA, tu sais, c'est licence de langue étrangère. Ouais. Du coup, on avait des cours de traduction audiovisuelle, justement. Ok. Et du coup, je me dis, ils ont traduit ça comme ça et tout. Et ok, oui, en fait, tu bosses. Genre, tu regardes un peu, tu fais, ok. C'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. Tout ce qui est la traduction, ça m'intéresse, je sais pas. Bah, ça, typiquement, c'est un métier de fou qui est ultra menacé d'ailleurs par l'IA. Et alors que il y a énormément de gens qui bossent pour traduire, pour adapter, parce qu'il y a la traduction, mais après il y a l'adaptation, tu vois. C'est pour que ça colle aussi au labial et tout. Ouais, en plus, faut que ça rentre dans les labiales. Donc ouais, mais ça, tu vois, c'est plus le boulot du DA. Ah, d'accord. En plateau. Parce que forcément, oui, l'adaptation le fait, mais si le DA il voit que ça colle pas, il va changer, tu vois. Il va changer. Même moi, en fait, tu vois, des fois, je vais faire ça, c'est pas comme ça que tu parles dans la vraie vie, donc je vais changer, tu vois. Mais j'ai vu ça parce que Nathalie m'avait invité en plateau pour elle doublait Amour, gloire et beauté. Ouais. Et du coup elle m'avait invité tout à regarder et tout. Je la regardais de faire, tu vois. Ouais. C'était hyper intéressant, j'ai adoré. Ah ouais. Ouais. Et du coup il y a un moment où elle a changé, quoi. Ouais. Elle a changé, Ouais, parce que tu te dis en fait, là, je parlerai pas comme ça dans la vraie vie. Du coup, j'adapte, tu vois, quand c'est très littéraire. Oui. Dès que ça devient littéraire, je le fais automatiquement, tu vois, je me pose même pas la question, tu vois. Genre, c'est par exemple, souvent les négations, je les mets pas. Tu vois, je vais jamais dire, il y a écrit je ne sais pas sur la rythmo, je vais jamais faire je ne sais pas. Je vais faire je sais pas. Ouais, tu vois. Bah oui, ça va être plus naturel, plus oral. Sauf si vraiment le personnage il dit je ne sais pas, là je vais le faire, mais sinon si c'est classique, je vais adapter, je vais faire bon voilà, tu parles comme ça, c'est mieux. Non mais le boulot d'adaptation c'est super intéressant. Moi je pense c'est un truc que j'aurais kiffé, tu vois. Ah ouais. Ouais. Bon écoute, j'avais trop tard. Ok, bon je te propose que maintenant on passe en partie ASMR, donc chuchotement et triggers. Je peux me rapprocher un peu du micro? Ah ouais, on va rapprocher le setup, je vais ramener mes chariots de triggers et tout. Du coup, STM pourra tester tout ce qu'il veut. Là, j'ai des petits triggers là. J'ai mes chariots et tout, tu vas pouvoir choisir tous les triggers que tu veux. Et bon voilà, c'est parti. Ok, donc ça y est, on est de retour et on va faire la partie ASMR. Regardez, on a fait une petite sélection. C'est STM qui a fait sa petite sélection de triggers. Donc tu vas pouvoir tester et pendant que tu feras les triggers, du coup je continue de te poser plein de questions. Allons-y, c'est parti. En tout cas, ton chuchotement, très très bien. Merci, c'est gentil. Alors du coup on va parler d'ASMR. Donc toi, vas-y, c'est à toi.
Bah avec Terrine. Ouais, j'ai découvert sur Terrine, mais sur YouTube. Parce que la SMR, je le regarde que sur YouTube. Je regarde pas sur les réseaux. Ah d'accord. Enfin, sur Instagram et TikTok. Ok. Je regarde que sur YouTube. Donc plutôt. Et je regarde plutôt des formats longs. Je suis pas très vidéo courte. Je regarde plutôt des formats longs quand même. Ok. Et donc toi comme t'aimes beaucoup le chuchotement, t'écoutes pas de No Talking? De temps en temps. Ah, Je te dis, j'écoute vraiment
aussi j'aime bien. Ou moi j'aime bien la déglutition. Ah ouais. Mais j'aime pas les bruits de bouche par contre. Ah, t'es pas fan des bruits de bouche? Non. Même après ça dépend ce qui est bruit de bouche et bruit de bouche, tu vois. T'as le comme ça et t'as le. Ouais, ça va. Tu regardes quel ASMR artiste? Alors moi je regarde que des anglophones. Ok, pas de français du tout. Alors il y en a que j'aime beaucoup, que j'aime bien, genre j'aime beaucoup ce
Non, c'est quoi, c'est un set de table? Non, c'est un tapis à sushi. Ah ok, d'accord. Et bah, le tapis à sushi, on va s'en servir. Ah là, c'est pas mal le tapis à sushi, il est cool. En plus, j'adore les sushis. Vraiment, beaucoup.
c'est l'étape juste après le mix qui permet d'avoir la chanson au même niveau sur tous les trucs qui vont diffuser la chanson, donc une enceinte, un casque, etc. pour avoir le même niveau sonore. C'est un vrai métier. Et moi, tant que j'ai pas masterisé mes chansons, je peux pas les sortir sur les plateformes. Enfin, on saura si je pourrais, mais je préfère que ça soit masterisé avant de les sortir. Donc pour l'instant, je les sors sur YouTube. J'ai fait une playlist en fait avec toutes les chansons du coup que j'ai sorties. Donc si ça t'intéresse d'aller voir et d'aller écouter, c'est le truc qui me fera le plus plaisir. Vraiment, écoute mes chansons. Parce que je vis pour ça. Bah vas-y, donne-nous tes réseaux. Tous tes réseaux. Alors Instagram c'est stm-m.m. C'est là où je suis le plus actif. Je pose 14 000 stories. Je fais 3 reels par jour. Et je suis un gros déglingo. Donc si tu veux aller checker mon Insta, tu vas kiffer. Voilà. Ensuite TikTok. Bon TikTok, je m'appelle STM. J'ai pas d'autre place. Pareil, je fais la même chose que sur Insta, sauf que je fais pas de story sur TikTok. Et c'est tout. Mais il faudrait que j'ouvre un Twitch parce que j'aime bien faire des lives. Donc pour l'instant je fais des lives Insta, mais à l'avenir je pense que ça serait bien que j'ouvre un Twitch. Ok. Et ta chaîne YouTube c'est quoi? STM. Et en fait il y a tous les liens, enfin genre sur mon Insta il y a le lien de ma chaîne YouTube, il y a le lien de mes chansons, tu peux aller checker. La base c'est mon Insta. La base c'est Instagram. Ok. Bah, je mettrai tout à l'écran, comme ça ils verront. Et puis dans la bio de la vidéo aussi vous pourrez voir. Voilà. Merci, c'est trop gentil. Quel style de musique t'inspire toi? Est-ce que t'as des groupes que t'aimes bien en particulier? Alors, faut savoir que j'aime toute la musique. Alors, j'ai pas de style où je vais dire j'aime pas. Ok. Et il n'y a pas un style, si, il y a quand même un style que j'aime plus que d'autres. Mais j'aime vraiment beaucoup de choses parce que j'en écoute depuis très très jeune. Et moi, ce que je fais, c'est de la pop internationale. Donc, c'est proche de mes références. C'est Nick Jonas, les Jonas Brothers. Ok. J'adore Elijah Wood aussi, j'adore False Boy, c'est des gars qui sont pas hyper connus encore, mais qui ont percé sur des sons sur TikTok parce qu'ils faisaient comme moi, ils faisaient de la musique avec leur home studio. Et c'est des chansons qui sont très très bien mixées, que j'adore, mais c'est plus les références des grands noms de la pop, tu vois, genre les Jonas Brothers. Et ma référence, c'est Nick Jonas les gars. Si vous aimez Nick Jonas, allez écouter mes sons parce que je m'inspire de ouf de vraiment énormément. Et j'ai beaucoup aussi de références dans la musique du métal parce que quand j'étais petit j'écoutais beaucoup de métal. Je suis un grand fan de Dream Theater, si tu connais. J'adore Megadeth, enfin bref, j'adore plein de trucs de métal, mais j'adore aussi la soul, la funk, j'adore Bruno Mars. Enfin bref, j'aime vraiment énormément. La musique, c'est toute ma vie. Et. Enfin bref. Et donc, du coup, tu chantes aussi. Donc, Ouais. c'est ton deuxième instrument, ta voix. Ouais, je chante aussi. Et je compose tout. Et je chante. Voilà. Trop bien. Tu fais un peu de musique, toi, ou pas? Moi, je chante. Ah ouais, tu chantes? Ouais. Mais je sais pas jouer d'instrument. J'ai fait un peu de solfège quand j'étais petite. J'ai fait le conservatoire aussi, mais moi, c'est surtout le chant. Ok, d'accord. Enfin, je chante pour moi. J'enregistre pas. Faudrait que tu me montres. Je vais t'entendre Ah chanter. bah, si tu veux, on fait un duet. Ah ouais, bah ouais, grave. Mais ouais, non, moi, j'enregistre pas. Je sais que je faisais comme toi, les home studios. J'avais un home studio quand j'étais au collège. Ah ouais. Ouais. Mais bah, moi, j'y connais un peu. Je suis pas ingénieur du son. Et puis, donc, du coup, c'est pour ça que quand je me suis lancée dans l'ASMR, j'avais un peu plus de. Ouais, t'avais des bases quand même. C'est ça. Ok, d'accord. Parce que je connaissais les logiciels audio, les micros, j'avais déjà le matin, je connaissais, etc. Mais voilà, je m'enregistre pas, je chantais. T'as déjà posté des vidéos de toi par exemple où tu chantes? Oui. Ah ouais. Bah, j'ai une chaîne YouTube secrète. Mais non. Ouais. Personne, même eux, ils savent pas. Mais non, mais sérieux? Ouais, j'ai une chaîne YouTube secrète où je faisais des covers. Et bah, du coup, c'est des covers, c'est des instrus que j'ai trouvé sur internet. Okay. Ça, c'est ça qui est chiant quand tu joues pas d'instrument. C'est que tu dois. T'es dépendant quand même des
confondre. C'est-à-dire que c'est visuel, c'est-à-dire que tu sais que là c'est dièse bémol. Sur la guitare, on s'en bat les couilles en fait. Tu sais même pas où sont les notes. C'est pas marqué, il n'y a pas des touches noires. T'as juste des points sur la guitare et t'arrives et tu fais. Mais c'est quoi ce truc en fait? Donc la guitare, ça. Et en plus, ça fait mal aux doigts. Alors que le piano, t'appuies, ça fait pas mal, tu vois. La guitare, pour faire un son, tu fais un accord, ça fait putain de mal aux doigts quand on n'a jamais fait. Bon, moi maintenant j'ai de l'accord. Ouais, c'est vrai. Donc je sens rien du tout. Mais quand tu débutes, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui arrêtent, c'est parce qu'en fait, quand tu vas commencer, tu vas faire. Ça fait mal, mais c'est supportable. Et au bout d'une heure, t'as des gros traits sur les doigts. Et là, tu souffles ta race. Et du coup, tu fais bon, bah, on va reprendre plus tard. Je sais pas si ça a été ton cas. T'avais quoi comme guitare? Acoustique. Mais quoi? Parce qu'il y a plusieurs types de guitares. Voilà, j'en sais rien. Est-ce que les cordes elles étaient en métal ou est-ce qu'elles étaient en nylon? Parce qu'en gros, pour ceux qui ne savent pas, il y a 3 types de guitares. T'as les guitares acoustiques type folk sur laquelle moi je joue, avec les cordes en métal, en acier. Ensuite, t'as la guitare électrique, du coup pareil, mais sauf que là c'est électrique. Et t'as la guitare classique. La guitare classique, c'est celle qui est utilisée dans Coco justement, parce que t'as des cordes en nylon. En fait, le nylon, c'est un truc qui est beaucoup plus doux à l'oreille que le métal. Et en plus de ça, ça fait moins mal au dos. Ah, ok. Je pense que c'était du nylon. Hein. Ah ouais, Ça me dit quelque chose. Et souvent, c'est des guitares avec un gros manche. Le manche, il est assez gros. Okay. Voilà. Moi, c'est mon père qui avait tout fait parce que mon père était guitariste. Ok. Donc, il avait genre 14 guitares, tu vois. Ah oui, Parce qu'il jouait de la guitare depuis ses 14 ans. ok. Il avait plein de guitares. Du coup, il m'apprenait un peu et tout. Mais mon père était gaucher. Ah, Du coup, ok, je pouvais pas copier sur lui parce que du coup, c'était inversé. Bah du ouais. coup, compliqué. Ouais, surtout que à l'époque, il n'y avait pas de guitare de gaucher. C'est récent, les guitares. Maintenant, il y a des guitares de gaucher, il y a des magasins. Spécial. Ah ouais, des magasins spécialisés pour ça. Ok, toi, t'es droitier. Ouais, moi je suis droitier. Mais à l'époque, tu te démerdais. Regarde Jimi Hendrix, pareil, il retournait sa guitare. Ah ouais. Ouais, il avait les cordes, genre les premières cordes, c'était les dernières cordes normales quoi. Et pourtant c'était devenu un dieu de la gratte, hein, donc comme quoi. Ouais, ouais. Je voulais aussi qu'on parle de l'IA, de l'arrivée de l'IA. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ton métier de comédien de doublage? Alors c'est un sujet assez délicat, mais globalement j'en pense que l'IA ne doit pas remplacer l'homme dans la création. C'est mon premier avis. L'IA est un outil, comme tous les outils qui ont été créés jusqu'à aujourd'hui. Mais ça ne doit en rien remplacer la création. Parce que aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que on utilise l'IA générative pour faire croire que c'est nous qui avons créé la chose. Et ça, c'est dommage. Parce que ce qui est intéressant dans une œuvre, quel que soit l'art, que ce soit le dessin, la musique, le doublage, c'est que cette chose-là a été faite par un humain. Et moi, c'est ça qui me touche. C'est pour ça, tu vois le bocal tout à l'heure, tu m'as montré le truc là. Ouais. Ce qui me plaît, c'est que c'est un humain qui a designé ça, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que je suis touché par toutes les formes d'art aussi. C'est parce que je me reconnais dans la personne qui a probablement créé ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as dans la tête pour avoir fait ça. Tu vois, c'est ça qui est beau en fait. Alors que ça m'intéresse pas de savoir les codes d'une machine. Voilà, c'est mon avis sur l'IA. Très bien. Bah, je suis d'accord avec toi. Et bah tant mieux. Du coup, sur les réseaux, t'avais vu passer les vidéos pour Touche pas ma VF. Ouais. Bah ouais, puis en plus j'ai été aux manifestations. Il y a eu des manifestations à Paris, moi j'ai été aux manifestations qui étaient du coup des rassemblements où il y avait plein de comédiens, des techniciens. C'est important, je trouve, de contribuer à ça. Il y a aussi les assemblées générales avec les syndicats, etc. Mais en fait ce qui est bien, c'est que c'est
sa musique.